Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de East India Companies, un jeu de Pascal Ribro illustré par Guillaume Tavernier et édité par Atalia pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 90 à 120 minutes. Au XIXe siècle, 4 compagnies maritimes renforcent les échanges commerciaux entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Thé, épices, café et soie sont des produits très consommés en Europe. Leurs prix de vente et d'achat dépendent étroitement de l'offre et de la demande. East India Companies vous met à la tête de l'une de ces compagnies que vous allez devoir faire prospérer. Allez-vous investir votre argent en bourse ou dans l'achat de stocks? Utiliserez-vous des navires rapides à faible tonnage ou des navires plus lents pouvant transporter plus de marchandises? Quels que soient vos choix, votre stratégie influencera celle de vos adversaires. Pour commencer la mise en place, il vous faudra bien entendu placer le plateau principal au centre de la table. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, il vous faudra recouvrir le cartouche de fin de période, ainsi que les comptoirs de Bombay et Formose. Placez le marqueur de phase sur la première phase agent et le marqueur de période sur la première période 1700-1750. Positionnez la piste de chargement au-dessus du plateau central. Collez le plateau du marché de l'Europe à gauche du plateau central, du côté marqué d'un 3 pour jouer à 2 et 3 joueurs, ou du côté marqué d'un 4 pour les parties à 4 joueurs. Faites de même avec le plateau de marché des Indes en le positionnant cette fois à droite du plateau central. Remplissez les emplacements à fond clair des marchés avec les cubes de marchandises correspondants. Placez l'excédent des marchandises dans une réserve à côté du marché des Indes. Triez les cartes Indes selon leur dos et placez les 3 piles mélangées dans l'ordre à côté du marché de l'Inde. Faites ensuite de même avec les cartes Europe pour le marché de l'Europe. Chaque joueur place les 7 titres ou 6 dans une partie à 2 ou 3 joueurs de sa couleur sur le marché de titres et son marqueur de valeur des titres sur la valeur de départ de la piste bourse. Remplissez du haut vers le bas la piste d'initiative avec un marqueur de chaque joueur placé au hasard. L'initiative détermine dans quel ordre les joueurs agissent lors de chaque phase et départage les égalités à l'avantage du joueur le plus haut. Les joueurs reçoivent dans l'ordre 10, 10, 11 et 12 pièces ou simplement 10, 11 et 12 à 3 joueurs. Faites une réserve avec l'ensemble des pièces d'or. Mettez à disposition les tuiles quais de niveau 1 et les tuiles quais de niveau 2. Chaque joueur reçoit un port et une tuile montant des ventes ainsi que 2 galions à placer dans ses quais. Un marqueur de vente à positionner en première case, 2 comptoirs, 3 agents et 2 titres de présidence. Également 8 navires à classer de 1 étoile à 5 étoiles. Donc ce sont ces navires que vous voyez là. Et vous voyez les étoiles sont ici. Alors peu importe que les 2 à 1 soient dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance. Mais il est conseillé de les classer, ça sera plus facile pour la suite. Placez enfin l'argent que vous avez reçu précédemment dans votre trésorerie à gauche de votre port. Une partie d'East India Companies dure 5 tours appelés périodes et chaque période comporte 6 phases. Les 5 périodes sont ici et les 6 phases d'un tour, ce sont les 5 et un 6 avec la fin de période que vous voyez ici. À la fin de ces 5 tours, les joueurs calculeront leur richesse finale et le plus riche l'emportera. La première phase d'une période est donc la phase des agents. Au début de cette phase, le joueur avec l'initiative lance les 4 dés Indes et les place sur le marché des Indes en fonction de leur couleur. Cela permettra d'estimer l'offre. Il fait ensuite de même avec les 4 dés Europe à placer sur le marché de l'Europe pour l'estimation de la demande.
Il y a 5 personnages dans le jeu représentés sur le plateau central. Chaque joueur va pouvoir activer à tour de rôle et dans l'ordre d'initiative la capacité d'un personnage en plaçant un de ses agents sur la case correspondante. La plupart ont 2 capacités comme vous le voyez ici. Le négociant a lui 3 capacités. Dès que tous les joueurs ont placé leurs 3 agents, la phase prend fin. Alors, il y a des règles de placement à respecter. Lors de la première période, les joueurs peuvent se placer où ils le souhaitent. Voici par exemple la fin de la première phase agent et vous verrez qu'à la fin du tour, l'ensemble des agents vont remonter sur le visage du personnage là où il se trouve. Ce qui veut dire que lors des périodes suivantes, les agents ne pourront utiliser que les capacités du personnage où il se trouve, donc dans ce cas de figure, ceci ne pourra aller que là, ou de l'un des 2 personnages adjacents. Donc par exemple, pour ces 3 ouvriers-ci, ils pourraient utiliser les capacités du gouverneur ou de l'armateur ou du capitaine, mais ils ne pourraient pas aller jusqu'au négociant ou jusqu'à l'investisseur puisqu'ils seraient trop loin. Ils ne peuvent utiliser que là où ils se trouvent et adjacent. Donc ça c'est important puisque une fois le premier placement du premier tour effectué, à chaque fois vos ouvriers ne pourront se déplacer que de manière adjacente. Là le rouge a beaucoup d'ouvriers qui sont ici, il ne pourra atteindre aucun avec l'investisseur, puisque les 2 qui sont là pourront aller sur armateur, négociant, gouverneur, et celui qui est sur le gouverneur pourra aller sur gouverneur, capitaine, armateur, donc il ne pourra pas atteindre l'investisseur, par exemple, lors de ce tour. Du coup, il est possible également de placer un de ces ouvriers ici, au centre. Donc ça ne permet de réaliser aucune action, mais au prochain tour, comme vous serez au centre, comme vous le voyez indiqué par les flèches qui sont là, vous serez libre d'aller où vous voulez. Également, sachez que dès qu'un joueur se place quelque part sur une capacité, quand un joueur va vouloir le rejoindre sur cette capacité, il en a le droit, mais il devra lui payer une pièce d'or directement. Et ça continue comme ça, si quelqu'un d'autre venait encore se mettre ici, il devrait payer une pièce d'or aux 2 joueurs qui le précèdent. Pour les capacités, certaines sont accompagnées d'une lettre, comme vous le voyez là, qui correspond à une phase du jeu, ce qui veut dire que la capacité en question n'aura d'effet qu'au moment de la phase en question, même s'il faudra la payer éventuellement au moment de la pause. Et pour les capacités qui n'ont pas, comme vous le voyez là, de lettres, ce sont des capacités qui s'activent immédiatement. Sachez également que vous ne pouvez pas avoir plusieurs de vos propres agents sur la même capacité. On va donc commencer par l'armateur et par sa première capacité qui est celle-ci et qui vous permet d'acheter un navire. Et comme vous le voyez avec la pièce sur le meeple, ce navire, il va falloir le payer. Et vous avez les coûts des navires qui sont tout simplement au bas des tuiles et qui vont de 1 à 5 pièces par navire, sachant que vous allez pouvoir acheter des navires de la période en cours et des périodes précédentes. Donc au début, vous ne pourrez acheter des navires seulement avec une étoile dessus, puisque une étoile correspond à la première période, et vous vous en doutez, vous avez des navires avec 2, 3, 4 et 5 étoiles qui correspondent aux périodes en question. Donc à partir de la deuxième période, vous pourrez acheter tout navire avec une étoile visible ici ou avec 2 étoiles visibles ici. Rien ne vous empêchera à la période 2 d'acheter un navire de la période 1, bien entendu. Le navire que vous achetez, vous devez le placer dans un emplacement de quai disponible dans votre port, ou si comme moi vous n'avez pas la place, vous devez défausser un autre navire pour faire de la place. Sachez qu'un navire que vous possédez prend une place de quai dans votre port où qu'il se trouve, c'est-à-dire que si vous avez un navire qui est parti aux Indes en expédition et qui y est resté d'un tour sur l'autre, même s'il n'est pas dans votre port, il prend une place de quai, il a sa place de quai réservée.
La deuxième capacité de l'armateur, c'est celle-ci qui vous permet d'obtenir une extension de quai. Les extensions de quai, vous pouvez en avoir deux au maximum. Une de niveau 1, qui est celle-ci avec deux emplacements pour le stockage des marchandises, deux entrepôts, et une de niveau 2 avec donc un seul entrepôt. Vous vous en doutez, la première fois que vous achetez une extension de quai, vous devez prendre la niveau 1, puis la seconde fois, vous devez prendre la niveau 2, et à partir de là, vous ne pouvez plus en acheter. Cette tuile extension de quai se place entre le port et la tuile montant des ventes. Si par la suite vous achetez votre deuxième extension de quai, vous procéderez exactement de la même manière. La première extension de quai vous permettra donc de stocker deux marchandises et la seconde une marchandise pour les conserver d'un tour sur l'autre. Vous remarquerez que l'investisseur possède lui aussi une capacité d'achat de navire qui suit exactement les mêmes règles que pour l'armateur. Le gouverneur a quant à lui en deuxième capacité une capacité comptoir qui va vous permettre de payer 3 pièces d'or pour placer un comptoir sur un emplacement libre du plateau. Il existe 3 zones sur la carte, la première la Chine, la seconde les Indes orientales et la troisième, les Indes. Dans ces 3 zones se trouvent en tout 8 comptoirs qui sont les villes avec un sceau comme vous voyez ici ou là par exemple. C'est donc là que vous allez pouvoir poser vos comptoirs. Mais attention, vous ne pouvez pas posséder plus d'un comptoir par zone. Le capitaine a un pouvoir d'expertise qui se déclenche au début de la phase B, la bourse. Ce pouvoir d'expertise, il faut bien sûr vous y poser lors de la phase A, agent, et pour vous y poser, il faut en payer le coût. Et le coût, c'est le chiffre de la période, tout simplement, en pièces d'or. Donc si vous êtes à la 3e période par exemple, vous payerez 3 pièces d'or pour vous poser sur le pouvoir d'expertise du capitaine. Donc on va poser un petit peu du monde dessus pour vous expliquer le fonctionnement. Au début de la phase B, on vérifie donc s'il y a des joueurs posés sur l'expertise du capitaine. Et si c'est le cas, on va ajuster l'initiative en fonction du placement. Le premier joueur placé deviendra automatiquement le premier joueur et on va comme cela déplacer. Et si d'autres joueurs se sont placés par la suite, on va encore redécaler. Ils deviendront deuxième joueur. S'il y avait eu encore quelqu'un de positionné, il serait devenu troisième joueur. Et on réinitialise donc l'initiative en fonction du placement sur l'expertise du capitaine. Si la phase B s'appelle phase de bourse, ce n'est pas pour rien. En effet, vous allez pouvoir acheter des titres disponibles, c'est-à-dire encore présents ici sur le plateau. Donc ça veut dire que si à tout moment de la partie des titres sont définitivement épuisés, on ne pourra pas en racheter, sauf si entre-temps, vous le verrez, ils sont vendus par les joueurs qui les possèdent, bien entendu. Vous allez pouvoir acheter des titres de n'importe quelle compagnie, c'est-à-dire celle de vos adversaires ou votre propre compagnie. Pour l'achat d'un titre, le coût d'achat, il est indiqué là sur la piste bourse. Au début, tous les titres valent 4 et au fur et à mesure, si tout va bien, leur valeur va augmenter. L'argent que vous payez pour acheter un titre, il est versé à la banque et pas au joueur duquel vous achetez le titre. La valeur de la compagnie augmente d'une case en cas d'achat. Donc si j'achète pour 4 pièces d'or ce titre, le joueur bleu va avoir, ou si c'est moi-même en tout cas, le joueur bleu va voir son titre augmenter d'une case comme cela, ce qui pour l'instant laisse toujours une valeur de 4, mais par la suite pourrait augmenter la valeur des titres en question. Le titre à qui vous le placez, tout simplement à côté de votre port. Alors, comment se déroule la phase d'achat ? Il va y avoir un premier tour d'achat dans l'ordre d'initiative. Donc, dans l'ordre d'initiative, chaque joueur va pouvoir soit acheter un titre, comme je viens là de vous l'expliquer, ou soit passer et donc refuser d'acheter un titre. Quand on aura fait ce premier tour de table, on va faire un second tour d'achat, qui lui ne s'arrêtera uniquement que quand tous les joueurs auront passé successivement. Donc, par exemple, le premier joueur dit moi j'achète un titre du joueur gris. Le deuxième joueur dit je passe. Le troisième joueur dit moi j'achète un titre du joueur jaune. Ça augmente encore. Le quatrième joueur passe. Tous les joueurs n'ont pas passé successivement puisqu'il y a eu 2 achats pendant ce tour, donc on refait un tour. Et à ce moment-là, le premier joueur peut dire bon non, moi c'est bon, je passe.
Et là, le deuxième joueur qui avait lui passé, comme ça revient à lui, il peut décider finalement d'acheter et de dire « Allez, je vais acheter un titre du joueur jaune, pourquoi pas ?» Le troisième joueur peut dire qu'il passe, le quatrième joueur peut dire qu'il passe, mais malheureusement, tous les joueurs n'ont pas encore passé successivement. Donc, on revient au premier joueur. Et là, si le premier joueur passe, le deuxième, le troisième, le quatrième, tous les joueurs passent successivement dans le tour. Et à ce moment-là, la phase de bourse s'arrête. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, il est possible de vendre des titres, mais seulement en dehors de la phase B. Vous pouvez donc choisir de vendre à la banque un titre que vous possédez, mais uniquement pendant que vous entreprenez une action. Donc vous ne pouvez pas vendre un de vos titres quand c'est à un autre joueur de jouer. À votre tour et en dehors de la phase B, vous pouvez donc vendre ce titre. Le titre que vous le vendez en réalité à la banque. Donc je peux décider de vendre ce titre par exemple, je le repose et je regarde la valeur de titre et la banque me donne les pièces, en l'occurrence là 4 pièces. Et quand un titre est vendu, c'est l'inverse, sa valeur recule sur la piste bourse bien entendu. Sachez qu'il est absolument impossible de vendre ces titres précédents, c'est-à-dire ceux qui sont barrés et que vous aviez au début de la partie, vous n'avez pas le droit de les vendre. Également, sachez que vous ne pourrez plus vendre lors de la 5e et dernière période de la partie après la phase A. Donc quand on attaque la 5e et dernière période, à la fin de la phase agent, c'est terminé, plus personne ne peut vendre jusqu'à la fin de la partie. La phase C, c'est la phase navigation. Au début de la phase navigation, on va regarder si des joueurs se sont placés sur le gouverneur ou l'investisseur pour leur capacité d'influence, marquée phase C. Le gouverneur, il aura une influence aux Indes et l'investisseur une influence en Europe. Tout simplement, si un joueur s'est placé sur l'influence du gouverneur, s'il s'y est placé en premier, il va choisir secrètement la carte Inde dans la pile de la période correspondante. Donc là, je vous ai mis un exemple. La pile marquée 1 et 2 étoiles concernera les périodes 1 et 2, bien entendu. Il y a une pile 3, 4 et une pile 5, donc il ne faut pas se tromper de pile quand on choisit sa carte. Et de la même manière, si quelqu'un s'est mis en premier ici sur l'influence de l'investisseur, il choisira la carte dans la pile correspondante Europe, bien entendu. Cette carte choisie, vous allez la placer face cachée sur l'emplacement correspondant, c'est-à-dire ici pour le marché des Indes, et bien entendu là pour le marché en Europe. Bien entendu, pour chaque carte non placée par un joueur, au début de cette phase, vous piocherez une carte au hasard et vous la placerez face cachée aux mêmes emplacements. Sachez également que si plusieurs joueurs se mettent sur les actions d'influence, seul le premier joueur choisira la carte qui est placée, mais les joueurs suivants pourront consulter cette carte. On va ensuite partir en expédition aux Indes. Tous les joueurs vont prendre l'ensemble de leurs navires présents dans leur quai en main et les placer à tour de rôle dans l'ordre d'initiative dans l'une des 3 zones de navigation, c'est-à-dire ici, là ou ici, les fameuses 3 zones que je vous avais déjà montrées suite au placement des comptoirs. Ils doivent être placés face cachée et empilés les uns sur les autres au fur et à mesure de leur placement. Attention toutefois, à chaque fois que vous posez un navire dans la zone 1 en Chine, vous devrez payer 2 pièces d'or, sinon vous ne pourrez pas vous y poser. Et à chaque fois que vous poserez un navire en 2 dans la zone des Indes orientales, vous devrez payer 1 pièce, sinon vous ne pourrez pas vous y poser. Faisons un exemple de placement. Par exemple, on peut imaginer que ça va jouer comme ça. Et les joueurs jouent comme cela, chacun leur tour. Et mettent en pile face cachée, évidemment. Ceux qui devaient payer ont payé le coup. Toutefois, si vous vous êtes posé ici, sur le pouvoir cartographie du capitaine, vous ne payerez pas pour ce tour les coûts supplémentaires pour les zones 1 et 2. On va ensuite passer à la 4e phase du tour, la phase D, la phase de chargement, et on va commencer par l'évaluation de l'offre aux Indes. Pour cela, on va dévoiler la fameuse carte Inde comme ceci,
Et là, je tiens à vous le faire voir, si vous avez un cube avec un symbole 4 comme ceci, ce cube et uniquement ce cube sera ignoré dans une partie à 2 et 3 joueurs, mais il sera bien entendu valable pour une partie à 4 joueurs. Une fois qu'on a dévoilé la carte, on va donc additionner les symboles présents sur la carte plus les symboles présents sur les dés pour chaque marchandise. Donc là, ça nous ferait 4 thés, ça nous ferait 2 épices, ça nous ferait 3 cafés et ça nous ferait 2 soies. On va en fait ajouter ce nombre de cubes au marché sur les emplacements libres de bas en haut. Donc dans mon exemple, on avait dit 2 pour la soie, 3 pour le café, 2 pour les épices et 4 pour le thé. Si pour une marchandise donnée, il n'y a plus de place, ce qui là n'est pas le cas, mais si on avait encore rajouté des cubes par exemple de soie, il aurait fallu en rajouter 3, on n'en aurait rajouté que 2 et le troisième aurait simplement été ignoré. Ensuite, les 3 zones dans lesquelles nous avons placé nos navires vont dans l'ordre de 1 à 3 connaître l'arrivée des navires aux Indes et les achats de marchandises. En commençant donc par la Chine, vous allez révéler le navire du haut et le classer selon sa vitesse sur la piste de chargement que j'ai mis là pour l'occasion. Donc la vitesse, c'est ce qui est à droite du bateau au niveau des voiles, et la quantité de marchandises que le bateau peut charger, c'est ce qui est à gauche du bateau au niveau des caisses. Donc vous voyez, vous faites correspondre la voilure, et vous révélez comme cela les autres. Si vous avez quelqu'un de vitesse identique, vous le mettez par-dessus le précédent tout simplement. Et là, en l'occurrence, les 3 sont de même niveau pour la Chine. C'est donc le joueur bleu qui va pouvoir agir en premier. Et donc, quand vous avez fait cela pour une zone, vous passez à l'achat et au chargement des marchandises. Vous commencez donc avec le navire de vitesse le plus élevé. Là, c'est 1, puisqu'il n'y avait que des 1, on était au début de la partie, et avec celui qui est au début de la pile de la vitesse la plus élevée. Donc là, c'est le galion du joueur bleu. Et celui-ci va pouvoir acheter autant de marchandises au maximum que la capacité de son bateau. Donc là, c'est une marchandise pour lui. Vous n'êtes jamais obligé d'acheter des marchandises et vous n'êtes jamais obligé d'acheter autant de marchandises que ce que vous avez de cubes. Le prix des marchandises, il est tout simplement ici sur la droite. Au moins les marchandises sont disponibles, au plus elles sont chères. Et surtout, vous ne pouvez acheter des marchandises que par rapport à la zone de là où vous venez. Donc en Chine, vous ne pourrez acheter que de la soie et du thé. Vous ne pourrez pas acheter autre chose. Quand on passera aux Indes orientales, on ne pourra acheter que du café et du thé. Et pour les Indes, pour la zone 3, ça sera que des épices ou du thé. Donc vous l'avez compris, le thé est commun aux 3 zones. Mais si vous êtes dans la 3e zone, vous vous servirez potentiellement en thé en dernier. Donc vous payez tout simplement, peut-être que le joueur bleu va payer 3 pour aller ici se servir. N'oubliez pas que si vous avez un comptoir dans la zone en question, vous allez payer toutes vos ressources 1 de moins. Donc si le joueur bleu avait eu un comptoir dans la zone, puisque là il n'y a pas de comptoir posé, il aurait payé cette soie 2 au lieu de 3. Ensuite, il repart, il va se positionner dans le quai du joueur bleu sur un emplacement disponible et on passe au joueur suivant qui peut vouloir faire la même chose et qui va aussi rentrer dans son quai. Et là, vous voyez que le joueur rouge, il arrive plus tard, mais lui, il peut acheter 2 ressources et pourquoi pas, il peut vouloir acheter du thé cette fois et repartir avec. Si on continue avec un autre exemple des navires qui étaient aux Indes orientales, cela va donner ceci. Là, on en avait un de vitesse 3. Le deuxième de la pile, il était deuxième, mais il est en vitesse 4. Donc, il arrive là. Et le troisième de la pile est ici. Et donc, dans mon cas de figure, le clipper du joueur bleu est passé devant et va se servir en premier d'une ressource avant la goélette, qui était pourtant partie plus tôt, mais qui était moins rapide du joueur jaune. Et c'est enfin au galion du joueur rouge de jouer. Donc je ne vais pas vous le refaire. Ils vont chacun acheter des marchandises s'ils le veulent. Sachez toutefois que vous pouvez laisser un navire aux Indes, c'est-à-dire par exemple, ce joueur-là va acheter
de la soie. Ce joueur-là va acheter de la soie, il rentre chez eux. C'est au tour du joueur rouge, et le joueur rouge, il est embêté parce qu'il n'a pas envie d'acheter du thé, la soie coûte trop cher, donc il peut choisir de rester aux Indes. Donc là, comment ça va se passer? C'est assez simple. Tout simplement, on va créer une pile secondaire à côté de la pile principale, et on va laisser son navire comme cela, face visible. Si un autre joueur avait voulu laisser un navire aux Indes, il se serait placé comme cela par-dessus par la suite. Et le navire, ou les navires qui sont comme ceci, face visible, lors du prochain tour, se serviront en premier dans l'ordre de la pile, celui du dessus d'abord et les autres en dessous ensuite, avant que l'on dévoile ceux qui sont sur les emplacements normaux face cachée et qu'on les départage selon leur vitesse, comme je viens de vous le montrer. Malheureusement, rien n'est gratuit dans la vie, et laisser un navire aux Indes vous coûte une pièce d'or pour, on va dire, stationner sur place. Je vous rappelle également qu'un navire resté aux Indes vous occupe tout de même un quai de votre port, et qu'en cas d'acquisition d'un nouveau navire lors de la période suivante, l'emplacement qu'il a laissé libre sur votre quai lui est réservé. Vous pouvez toutefois choisir de défausser ce navire resté aux Indes pour faire de la place, mais le nouveau navire sera lui placé à quai et non aux Indes. Pour la cinquième phase, la E, la phase de négoce, il va y avoir des gros points communs avec la phase précédente, sauf que ça va se passer en Europe. Vos bateaux étant revenus, ils vont vouloir vendre leurs marchandises. Vous allez donc dévoiler la carte Europe, toujours ignorer ces cubes-là si vous jouez à moins de 4, et vous allez compléter encore une fois, mais à l'envers cette fois, puisque vous allez retirer les cubes indiqués du marché Europe. Donc là, on va retirer 4 soies, 4 cafés, 5 épices et 5 thés. Évidemment, comme pour les Indes, mais dans le sens inverse, s'il n'y a plus de cubes à retirer quelque part, rien ne se passe. Alors, à partir de là, on va pouvoir vendre. Et donc, sachez que les personnes qui auraient placé des meeples comme ça sur un des 3 emplacements du négociant pourraient éventuellement bénéficier d'un bonus de +1 pour les ventes des ressources en question. Donc, selon où on s'est mis, épices, café ou soie serait à +1. Donc, ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de ces ressources à vendre, d'avoir ce bonus de +1. Les joueurs vont donc pouvoir vendre tout ou partie des marchandises qu'ils ont dans leurs entrepôts et sur leurs bateaux qui sont revenus des Indes. Priorité est donnée tout d'abord aux marchandises qui sont stockées dans les entrepôts. Et tout se joue toujours dans l'ordre d'initiative, donc je vous ai mis un ordre d'initiative ici pour vous donner justement aussi un ordre d'idée. Donc au niveau des entrepôts, joueur bleu joue premier, mais il n'a rien, il n'a pas d'entrepôt. Ensuite c'est joueur jaune est ici, il a du thé dans son entrepôt, donc il va pouvoir le vendre ici pour 5 pièces du coup. Et ensuite le joueur rouge a lui de la soie dans son entrepôt, il va pouvoir la vendre pour un excellent 8 pièces ici. Une fois qu'on a fait l'ensemble des entrepôts dans l'ordre d'initiative, on va pouvoir faire l'ensemble des bateaux dans l'ordre d'initiative, mais surtout dans l'ordre de vitesse, car les navires sont déchargés dans l'ordre décroissant de leur vitesse. Et pour chaque vitesse, ça sera dans l'ordre d'initiative et à tour de rôle que les joueurs vont décharger leur navire un par un, sachant que chaque navire doit être vidé complètement avant de passer au suivant. Donc, dans mon exemple, on va regarder, il y a un seul vitesse 4. Il va donc jouer en premier et décharger de la soie et la vendre 8. Ensuite, il y a 2 vitesses 3, un chez le joueur jaune, un chez le joueur rouge, mais le joueur jaune est devant en initiative, donc c'est lui qui va pouvoir décharger ces 2 soies et les vendre 7 chacune pour 14. Et ensuite, c'est au joueur blanc de vendre sa soie. Mais sachez que c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir de stocker dans vos entrepôts, si vous en avez, et si vous avez de la place dans vos entrepôts, plutôt que de vendre. Donc le joueur rouge peut se dire que à ce prix-là, la soie ne l'intéresse pas et stocker pour un prochain tour dans un de ses entrepôts de la soie. Bien entendu, au fur et à mesure, si ça se remplit, et si là il y avait eu encore des joueurs et qu'ils avaient décidé de vendre, ça aurait été complètement plein au niveau de la soie par
par exemple, quand c'est plein, il est toujours possible de vendre, mais au lieu de vendre au prix indiqué sur le côté, vous allez vendre pour 1, et c'est ce qui est indiqué au-dessus de chaque marchandise. Quand c'est plein, vous pouvez continuer de vendre, mais ça ne vous rapportera qu'une pièce d'or. Ensuite, si on continue ces ventes, on va passer au niveau 1. Au niveau 1, mais il y a 3 bateaux. Et donc là, ça sera dans l'ordre d'initiative. Là, le café sera vendu ici pour 7. Ici, la soie sera vendue pour 6 si par exemple il veut la vendre, à moins qu'il veuille lui aussi la stocker. Et lui, il pourra vendre ici pour 5 et 4 son thé. Et tout le monde aura comme cela terminé ses ventes pour la phase de négoce. Je vous rappelle que si, évidemment, vous aviez mis un ouvrier chez le négociant à un endroit qui vous donne +1 pour un type de vente donné, il faut bien sûr ne pas oublier de rajouter +1 aux chiffres qui sont là pour la marchandise en question quand vous faites vos ventes. Autre chose, l'intégralité de l'argent des ventes doit être placée ici, au fur et à mesure que vous vendez, sur la tuile montant des ventes et surtout pas de l'autre côté dans votre trésorerie. On passe maintenant à la dernière phase d'une période, qui est la fin de période. Et la première chose qu'il va falloir voir, c'est la première variation de la valeur des titres des compagnies. Cette première variation, elle se fait en fonction de l'argent gagné sur la tuile montant des ventes. C'est pour ça que toutes vos ventes doivent aller sur cette tuile montant des ventes et surtout pas dans votre trésorerie. Celui qui a le plus vendu va voir la valeur de son titre augmenter de 2. Le second à avoir le plus vendu va voir la valeur de son titre augmenter de 1. Le troisième va voir sa valeur rester stable et le quatrième va voir sa valeur diminuer de 1. Et c'est la première variation parce qu'il y en aura une seconde. Vous allez ensuite changer l'ordre d'initiative exactement de la même manière. Celui qui a le plus vendu va se retrouver en quatrième. Celui qui a vendu en deuxième position ici, en troisième position ici. Et celui qui a le moins vendu va se retrouver en haut de la piste d'initiative. On va ensuite faire la seconde variation de la valeur des titres des compagnies. Pour la deuxième variation de valeur des titres des compagnies, on va de nouveau regarder combien vous avez vendu ce tour-ci. Donc ici 24, et il va falloir sur cette piste vous mettre sur la dizaine correspondante arrondie à l'inférieur, donc 24 c'est 20, et donc par exemple avancer ici de 2 cases pour vous retrouver sur cette case-ci. Si j'avance de 2 cases ici, vous vous en doutez, j'avancerai de 2 cases sur la piste bourse pour la valeur de mon titre. Attention, ici ça marche dans les deux sens. Si au prochain tour je vends par exemple pour 19 dans le tour, ça sera 10 la dizaine, je reculerai d'un et la valeur de mon titre reculera d'un également. Une fois que vous avez fait cette deuxième variation, il vous faudra effectuer les versements des dividendes. Avant toute chose, vous prendrez tout l'argent que vous avez eu dans vos ventes et vous le remettrez dans votre trésorerie. Une fois cela fait, vous regarderez en partant dans l'ordre d'initiative quels joueurs ont des titres à vous et vous devrez les payer. Donc le premier joueur va regarder si des joueurs ont des titres à lui et va les payer en fonction. Et ensuite le deuxième, troisième et quatrième joueur sur la piste d'initiative feront de même. Pour savoir combien vous devez payer de dividendes, c'est assez simple. Ça va être le nombre de titres possédés par l'adversaire multiplié par la valeur en rouge sur la piste bourse. Donc attention, ce n'est surtout pas cette valeur-là. Là, par exemple, le joueur bleu et le joueur rouge, même s'ils ont 8 de valeur de titre, ne payent en dividende que 1 aux joueurs qui possèdent leur titre. Et par exemple, ici, le joueur gris a une valeur de titre à 5, mais ne payera pas de dividende pour le moment aux joueurs qui possèdent ces titres. Bien évidemment, vous ne pouvez pas vous auto-payer des dividendes, ça n'a pas de sens de faire cela. Si le joueur rouge, par exemple, a 2 titres du joueur bleu, celui-ci devra lui payer 2 fois 1, soit 2 pièces d'or ce tour-ci. On va enfin préparer la prochaine période. Donc on va retirer les dés du plateau marché des Indes ainsi que la carte qui va être retirée du jeu. On va faire bien entendu de même avec le plateau Europe. Les joueurs déplacent leurs ouvriers sur les visages des personnages de là où ils se trouvaient. Le marqueur de période est avancé d'une case.
et le marqueur de phase est remis en phase agent. Vous n'effectuez bien entendu pas cette préparation de la prochaine période si vous avez déjà atteint la fin de la 5e période. Sachez qu'au début de la 5e période, tous les galions encore en jeu sont défaussés, donc les navires que vous aviez au tout départ, les galions, s'il vous en reste, au début de la 5e période, ils sont défaussés, ils sont perdus. Et sachez enfin, je vous le rappelle, qu'en 5e période, au-delà de la phase A, il n'est plus possible de vendre des titres. Et vous vous en doutez, après la fin de la 5e période, on va passer à la fin de partie et au score final. Vous allez donc, à la fin de cette 5e période, calculer votre richesse finale. La valeur des titres de présidence sera additionnée à la valeur des titres de compagnie que vous possédez et l'ensemble sera additionné à votre trésorerie, ce qui vous donnera votre richesse finale. Et le plus riche gagne la partie, bien entendu. En cas d'égalité, c'est la valeur des titres de votre propre compagnie, incluant les titres de présidence, qui départagera l'égalité. Et si l'égalité persiste, ça sera le plus de trésorerie. Et puis si l'égalité persiste, ça sera selon l'ordre d'initiative. Pour une partie à 2 joueurs, vous faites une mise en place comme si vous jouiez une partie à 3 joueurs, sachant que le joueur neutre sera automatiquement au début de la partie, ici pour le joueur rouge, 3e joueur. Les joueurs humains tirent au sort la première et la 2e place d'initiative ici, et le premier joueur reçoit 10 pièces, le second 11 pièces. Le joueur neutre ne reçoit pas de pièces d'or car il n'a pas de trésorerie. Faites 2 piles face cachée et mélangée avec les cartes agent et les cartes destination proches du plateau du joueur neutre. En phase agent, quand vient le tour du joueur neutre, vous piochez tout simplement une carte agent et vous effectuez les 2 actions qui sont indiquées là d'un coup, d'un seul. Par la suite, le joueur neutre ne jouera plus lors de cette phase. Alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir, comme vous le voyez là, le fait de recevoir un quai. Alors, si vous avez recevoir un quai, si le joueur neutre n'a pas encore de quai, vous lui donnez le premier. S'il a déjà le premier, vous lui donnez le second. Et s'il a déjà les deux, ben, cette action ne sera pas faite de toute façon. Ensuite, vous avez ici recevoir un navire. Alors, quand vous avez recevoir un navire comme ça, sachez-le, il va toujours prendre le navire de la plus haute période possible disponible. Donc si on est à la période 2 par exemple, il prendra un navire 2 étoiles, à la période 4 un 4 étoiles, à la période 5 un 4 étoiles aussi, puisqu'il n'y a pas plus haut. Et pour savoir entre les 2 navires de la période la plus haute disponible lequel prendre, si vous avez ce symbole-là, il prendra le plus rapide, et vous vous en doutez, si vous avez le symbole de la cargaison, il prendra celui avec le plus fort tonnage, et ce navire, il sera placé sur le premier quai disponible pour lui en partant de la gauche de ces quais. Et s'il n'a pas de quai disponible, il défaussera automatiquement le navire le plus ancien qu'il possède. Et s'il y a égalité entre les navires les plus anciens, il défaussera le plus rapide s'il a eu un navire avec la voile ce tour-ci, et le plus de tonnage s'il a eu un navire avec le tonnage ce tour-ci, tout simplement. Il peut y avoir d'autres options possibles, voilà, comme celle-ci. Il peut pouvoir placer gratuitement un comptoir dans la zone indiquée. Donc là, la zone indiquée ici, par exemple, c'est la zone 1. Et s'il n'y a plus de place dans cette zone, ou si lui-même n'a plus de comptoir à placer à ce moment-là, là encore, ça sera sans effet. Ensuite, quand vous avez fait ces différentes actions, il va falloir placer les agents du joueur neutre comme indiqué ici, regardez bien. Donc ça veut dire que là encore on va tout placer d'un coup, on va le placer ici, on va le placer ici et en l'occurrence on va le placer également ici. Et lui, il ne jouera plus pendant ce tour, et ensuite ça va être au joueur jaune de jouer, puis au bleu, puis au jaune, puis au bleu, mais lui il est déjà placé de toute façon. Donc au niveau de son placement, s'il se place à un emplacement comme il a fait là, qui contenait déjà
un joueur, la banque donnera une pièce d'or à ce joueur. Évidemment, si plus tard les joueurs se placent eux-mêmes sur une action ici ou là qui est déjà occupée par le joueur neutre, ils payeront une pièce d'or à la banque. Également, s'ils se placent sur une influence, que ce soit ici ou là, et là il s'est placé pour l'influence de l'Europe chez l'investisseur, la carte sera tout simplement posée au hasard en début de phase C. Et si d'autres joueurs se placent par la suite, ils pourront consulter la carte qui avait été placée au hasard. Pour la phase de bourse, c'est on ne peut plus simple, ils ne participent pas, donc seuls les 2 joueurs actifs pourront acheter des titres ou vendre des titres, en l'occurrence également pour les autres phases en dehors de la phase de bourse, car je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de vendre des titres pendant la phase de bourse. Pour la phase de navigation, lui, il va forcément jouer ses navires de gauche à droite. Il jouera forcément celui-là en premier, il jouera forcément celui-là en second. Il ne les choisit pas au fur et à mesure, c'est comme ça qu'il va faire. Et pour chaque navire qu'il doit jouer, quand c'est à son tour de jouer son navire, on va piocher comme cela une carte destination. Sur les cartes destination, il y a 2 manières de voir les choses. Soit il y a une zone de navigation indiquée, et donc là c'est le cas. Donc on envoie son navire dans la zone indiquée, soit il y a comme cela des comptoirs indiqués. À ce moment-là, il va vouloir aller dans la zone la plus haute indiquée contenant un comptoir qu'il possède. Donc dans ce cas de figure, il a bien un comptoir en zone 1, donc il va aller en zone 1. Si par exemple son comptoir avait été en zone 2, il aurait préféré aller en zone 2, là où il y a son comptoir. Et s'il n'a aucun comptoir, il va viser la zone la plus haute indiquée. Donc là, admettons qu'il n'y ait pas de comptoir, il va aussi aller en zone 1 par exemple. Il ne paye absolument pas les coûts quand il va en zone 1 ou en zone 2, d'autant plus que je vous rappelle qu'il n'a pas de trésorerie et donc pas d'argent sur lui. Quand vous avez terminé l'intégralité de la phase de navigation, vous reprenez les cartes et vous les remélangez pour la fois d'après. Pour la phase de chargement, vous vous en doutiez, vu qu'il n'a pas de trésorerie, il ne paie pas ses marchandises et il donne toujours la priorité à la marchandise principale, c'est-à-dire tout sauf du thé. Il préfère soit la soie quand il est en Chine, le café quand il est aux Indes orientales ou les épices quand il est aux Indes. Et évidemment, si et uniquement si la marchandise principale est épuisée, il prend du thé. Alors, également, vous chargez toujours ces navires au maximum de leur capacité. S'il a un navire avec 3, il mettra 3 ressources de toute façon. Donc si celui-là vient de Chine, par exemple, il prend de la soie puisqu'il en reste. Et chaque navire est remis toujours le plus à gauche possible sur ses quais. Et puis si celui-là venait des Indes orientales, il va prendre automatiquement ceci, puisqu'il ne prend du thé que s'il n'en reste plus, et il va se passer le plus à gauche possible. Voilà comment ça va se passer pour lui pour la phase de chargement. C'est on ne peut plus simple et on ne peut plus efficace. Également, quand on passe en phase de négoce, il vend toujours tout ce qu'il peut vendre, que ce soit dans ses entrepôts, s'il a des entrepôts avec du stock dessus, ou que ce soit sur ses navires. Il ne stocke donc dans ses entrepôts que s'il n'y a plus de place sur la piste marchandise. Donc si vraiment il arrive au moment où c'est plein quelque part, là ok, il va stocker dans éventuellement ses entrepôts. Mais sinon, il vend automatiquement. S'il a plusieurs navires de même vitesse, il va encore une fois vendre avec le navire le plus à gauche automatiquement. Donc par exemple dans ce cas de figure il a, bon là c'est 2 vitesses différentes, mais s'il avait eu 2 navires niveau 1, ça serait celui de gauche ici qui aurait vendu en premier dans le tour. Il va réellement accumuler l'argent de ses ventes sur son plateau, comme ceci. Par contre, en fin de période, on va ajuster la valeur de ses titres et son initiative par rapport à ses ventes, et une fois que ça sera fait, tout son argent sera remis à la banque. Et ça sera la banque qui payera les dividendes de sa compagnie aux joueurs. Également, pour la fin du jeu, le joueur neutre ne participe pas à la détermination de la victoire, mais bien entendu, les titres de sa compagnie que les joueurs possèdent comptent dans leur richesse. East India Companies est un jeu d'entrée de gamme expert de par sa complexité. Tout est indiqué aussi bien sur les différents plateaux que sur les aides de jeu très efficaces. De ce fait, le jeu est fluide et il est très rare qu'on retourne regarder les règles.
Du côté du matériel, l'ensemble est agréable, aussi bien au niveau des illustrations qu'au niveau de l'ergonomie. La qualité, sans être exceptionnelle, est au rendez-vous. Concernant les mécaniques de jeu, il y a des choses intéressantes comme le positionnement des agents conservés d'un tour sur l'autre, l'option de laisser des navires aux Indes ou des marchandises dans les entrepôts, l'ensemble combiné avec les possibilités d'anticipation et de gestion des marchés rendent le jeu très plaisant. La partie bourse vous obligera également à faire des choix cornéliens entre l'achat de titres ou la conservation de vos profits en vue de les réinvestir. Le jeu à 2 joueurs nécessitant l'ajout d'un joueur neutre donne des sensations de jeu quelque peu différentes mais non moins intéressantes. Il faudra s'adapter comme d'habitude aux facteurs connus et inconnus et ce sera un jeu d'échecs et du chat et de la souris entre les 2 joueurs. Un seul véritable reproche se dégage de mes parties test. Il semble qu'il soit très difficile de rattraper un joueur en tête après les 2 premiers tours. Je tiens tout de même à pondérer ce jugement du fait du petit nombre de parties jouées, car peut-être qu'avec plus d'expérience du jeu, cette sensation serait différente. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.